On demande un changement radical et on vise loin. On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose. Caroline Fourest, il change le monde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Notre plume précoce du jour, Octave Nitkowski, n'a que 18 ans et cela fait déjà presque 3 ans qu'il tient un blog politique remarqué, notamment sur la guerre des fronts qui se joue à Hénin-Beaumont. Enfant du pays, il a grandi à l'ombre des terrils désertés et d'un paysage politique gangréné. Ne vous fiez pas à son crâne rasé, il n'est pas du genre gothique ou skinhead. Il vit avec une maladie auto-immune et se bat à l'ancienne avec sa plume, qu'il a forgée en dévorant des livres et les journaux au point de transformer sa chambre en véritable bibliothèque. L'an dernier, il a lui-même signé son premier livre, Le Front National des Villes et le Front National des Champs, aux éditions Jacob Duvernay, retiré puis remis en vente suite à un procès du Front National. Motif ? Avoir mentionné l'homosexualité d'un des cadres du FN local. Il nous dira pourquoi. Il nous dira surtout ce qui a changé, ou pas, à Hénin-Beaumont depuis l'élection d'un maire Front National. Octave Nitkowski, bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes un enfant d'Hénin-Beaumont et vous l'écrivez dans le livre, votre généalogie est typique du brassage du Nord-Pas-de-Calais. Exactement, même si ma généalogie peut paraître exotique aux yeux de n'importe quel autre Français, à Hénin-Beaumont, elle est emblématique du pays minier qui a été marqué par différentes vagues d'immigration successives. Donc moi-même, j'incarne ces vagues d'immigration successives parce que j'ai un nom polonais, donc ce qui prouve mes ancêtres polonais. Parlez-nous de votre grand-père particulièrement, Casimir. Oui, mon grand-père Kazimierz Nitkowski, il est arrivé après avoir combattu le fascisme et quitté la Pologne. Il est arrivé en France où il a travaillé en tant que mineur. Et voilà, les mineurs dans le Nord-Pas-de-Calais étaient de véritables héros martyrs et ils ont fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui avec la reconstruction au début des 30 Glorieuses. Donc je suis fier de ce patrimoine-là et je le revendique. Et vous avez d'autres ascendants combattants, puisque comme vous êtes très très jeune, on parle aussi maintenant de vos arrière-grands-parents, bien sûr. Et vous avez un arrière-grand-père qui lui s'appelle Ahmed et qui s'est battu pour la France. Oui, Ahmed qui a libéré la partie Beaumont qui est aujourd'hui inclue dans Hénin-Beaumont. Donc voilà, je suis fier de ces racines à la fois françaises, mais aussi polonaises et algériennes. Donc ça forme un patrimoine dont je suis fier. Et est-ce que ça forge un patrimoine politique ? Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt vraiment votre tempérament, votre curiosité très précoce qui a joué là, parce que vos parents vous ont pas spécialement poussé à vous engager. Non, mes parents ne m'ont aucunement inculqué de la politique, bien sûr, ils m'ont transmis des valeurs, mais ce sont des valeurs très générales et pas d'orientation politique précise. Mais voilà, ma culture politique, je me la suis forgée par moi-même, par la lecture de la presse, par la lecture d'essais politiques, mais ce n'est pas mes parents qui m'ont transmis ce goût pour la politique, parce que mes parents s'intéressent normalement à la politique, ce sont des citoyens normaux qui votent normalement, mais sans s'intéresser plus que ça à la politique. Je suis arrivé à la politique par moi-même, par la lecture et maintenant par l'écriture. Ils ont quand même fait un acte quasi révolutionnaire de nos jours. Ils vous ont abonné au Canard enchaîné très jeune. Oui, enfin, c'est mon père qui un jour ramené le Canard enchaîné parce que voilà, même si ma famille s'intéressait peu à la politique, eh bien le Canard enchaîné c'est quelque chose d'important parce que mon grand-père Kazimierz Nitkowski a appris le français en lisant le Canard enchaîné. Donc mon père l'achète de temps en temps et un jour quand j'avais 10 ans, je suis tombé sur le Canard enchaîné qui traînait sur la table de la cuisine et puis comme voilà, il y a des caricatures, l'œil d'un enfant y prête volontiers attention et c'est comme ça que j'ai été lancé dans le monde fabuleux de la satire politique et c'est le Canard enchaîné puis la presse écrite qui m'a amené à la politique au sens large. Et qu'est-ce qui vous a poussé à commencer votre blog, vos premières chroniques ? C'est le contexte particulier à Hénin-Beaumont parce que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement politiquement chargé. Et l'arrivée des caméras à Hénin-Beaumont m'a plu et j'ai décidé de livrer ma propre analyse parce que voilà, ce qui me dérangeait à Hénin-Beaumont quand j'ai vu la pléthore de caméras déferler en ville, c'est le traitement médiatique qui n'était pas en adéquation avec ce que moi je pensais du bassin minier et des habitants du pays minier. Et ce traitement médiatique plein de stéréotypes et de clichés m'a fortement dérangé et je voulais apporter ma vérité et mon analyse. Qu'est-ce qui vous choquait ? C'était quoi les stéréotypes que vous lisiez qui vous choquaient ? Mais voilà, à Hénin-Beaumont, voilà, tous les journalistes avaient fait des cafés de la ville leur QG.
et ils se partageaient les adresses de ruelles défoncées pour filmer des corons en délabrement, alors que Hénin-Beaumont est une ville relativement propre et agréable à vivre. Il y a 2-3 rues, comme dans n'importe quelle ville, qui sont pas très jolies. Et tous les journalistes allaient filmer ces rues-là en particulier parce que c'était pour donner l'image d'un Nord-Pas-de-Calais dévasté par la précarité, le chômage, la pauvreté, la misère. Et ça m'a choqué, et c'est pour ça que je voulais apporter en rupture avec ce brouhaha médiatique parisien, mon analyse de la politique vue par quelqu'un du pays minier. Et votre regard sur une ambiance, une adolescence à Hénin-Beaumont, c'est quoi? Vous avez grandi dans un lycée ZEP. Vous avez un quand collège même... et un lycée ZEP, oui. J'imagine quand même que vous avez pas mal d'amis autour de vous dont les parents ont voté Front vécu... National, Oui, voté Front National, ou ont vécu la désindustrialisation, ont quand même vécu la fermeture des mines. Ça remonte maintenant déjà il y a quelques temps. Mais... Oui, mais même si cette fermeture des mines remonte à quelques années déjà, ça reste ancré dans les mémoires collectives et tout le monde parle de ça comme un événement qui a traumatisé des populations pour encore des décennies, je le pense. Et c'est là-dessus que le Front National prospère, et là-dessus, ça prouve bien que la gauche n'a pas non plus réussi à engager un changement de discours non plus. Donc c'est ça, c'est non seulement ça forge des consciences, et voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette fibre ouvrière du Nord-Pas-de-Calais et du bassin minier. Il change le monde. Caroline Fourest, sur France Inter. Octave Nitkowski, vous nous disiez juste avant la pause, on a beaucoup de stéréotypes sur Hénin-Beaumont, sur le bassin minier en général. C'est moins noir et moins atroce qu'on le décrit. Par contre, il y a clairement un contexte politique qui a facilité la montée du Front National. C'est ce côté paysage politique gangréné par la corruption. C'est le fait que l'ancien maire Gérard Dallongeville ait été jugé et condamné à 3 ans ferme pour des faits graves, fonds publics détournés, favoritisme, corruption massive. Donc ça, vous l'avez senti bouillonner, vous l'avez vu désespérer des gens autour de vous? Oui, bien évidemment, parce qu'à un moment, l'immense majorité des gens sont de gauche et ont cette conscience ouvrière, cette conscience collective de gauche. Et c'est pour ça qu'ils donnaient toute leur confiance à ces personnes, ces barons locaux que sont Dallongeville, Cucheda, Percheron. Et ce sont des gens qui, voilà, après la fermeture des mines, le paternalisme ouvrier s'est transformé en espèce de baronnerie locale. Et bien évidemment, ils sont vite tombés dans les excès de la politique, et c'est devenu les affaires Dallongeville, Cucheda. Mais voilà, à Hénin-Beaumont, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, parce que Dallongeville est le premier maire à être tombé. Mais voilà, dans sa chute, il commence juste à peine à emmener plein d'autres chefs politiques locaux du Parti socialiste. Et voilà, c'est là-dessus que le Front National prospère en premier lieu, parce que ça constitue un terreau favorable de la déception de la gauche. Voilà, le Parti socialiste est tellement corrompu et englué dans des affaires de corruption et d'affairisme qu'il en a perdu son discours ouvrier et sa fibre prolétarienne, un discours que seul le Front National aujourd'hui est capable de porter, parce que le Parti socialiste est complètement clientéliste. Alors, il y a 2 choses dans ce que vous dites. Il y a la déception vis-à-vis du Parti socialiste et surtout local à cause de ces affaires de corruption qui ont duré sur des décennies, enfin qui sont vraiment juste scandaleuses. Et il y a la partie abandon du discours ouvrier. Mais dans les 2 cas, est-ce que par exemple les habitants d'Hénin-Beaumont n'ont pas au moins fait crédit au Parti socialiste d'avoir finalement exclu Gérard Dallongeville, d'avoir présenté quelqu'un d'autre? D'ailleurs, il s'est présenté contre ce candidat du Parti socialiste et il a divisé les voix de la gauche, Dallongeville, donc c'était vraiment pas un front uni. Pourquoi ça n'a pas joué? Et l'autre aspect, c'est du côté du discours ouvrier, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu plus de voix pour le front de gauche qui, pour le coup, porte vraiment un discours plus Parce ouvrier? que le front de gauche, et notamment le Parti communiste, à chaque fois, dans le cadre de front républicain, ils utilisent le front républicain pour être réélus à chaque fois. Donc en fait, le Parti communiste, qui est la majeure partie du front de gauche, appelait systématiquement à voter, par exemple, pour Dallongeville aux municipales précédentes. Donc à force d'appeler à voter pour des candidats dont on a appris par la suite qu'ils étaient complètement pourris, eh bien, le Parti communiste s'est associé en quelque sorte, et d'ailleurs il a parfois même gouverné avec Dallongeville, et donc c'est pour ça qu'il n'a plus de crédit aux yeux des électeurs. Ça veut dire que même la figure d'un Jean-Luc Mélenchon, quand il est venu pour les législatives, et dans ce face-à-face très, très médiatisé face à Marine Le Pen, il ne lui a pas été fait crédit d'être lui quelqu'un de nouveau
parce que de toute façon, on votait en fonction. Mais oui, c'est ça le problème, parce que des Jean-Luc forces en Mélenchon place à un était moment. nouveau, mais on lui a reproché justement Nouveauté. cette nouveauté et on l'a critiqué en disant qu'il était un parachuté. Donc voilà, c'est un peu complexe Ouais. et il faut, même si. D'un côté, voilà, le passif du Parti communiste pesait, de l'autre côté, le côté parachuté. le côté parachuté, ne donc jouait pas. c'est D'accord. assez complexe pour la gauche. Mais même Jean-Luc Mélenchon a réussi à réenclencher la machine ouvrière et syndicaliste du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est pour ça qu'il a réussi à avoir un score beaucoup plus élevé que n'aurait pu l'espérer le candidat du Parti communiste local. Donc c'est en ça que sa venue a quand même réenclenché quelque chose et redynamisé quelque chose. C'est quelque chose qui s'est perdu en 2014 avec l'élection dès le premier tour de Steve Briouat. Mais voilà, non seulement le Parti communiste et le Front de gauche par extension est décrédibilisé parce qu'à chaque fois il a appelé à voter Parti socialiste et donc qu'il a appelé à voter pour des escrocs. Ouais. Et deuxièmement parce que son discours n'est pas en adéquation avec ce qu'attendent les gens à Hénin-Beaumont. Parce que voilà, là où Marine Le Pen fait de l'Union européenne la cause de tous les maux, c'est pas un problème parmi tant d'autres dans le discours de Marine Le Pen. C'est l'Union européenne qui est le problème majeur, le problème central. Et bien le Front de gauche a un discours relativement ambigu, notamment sur l'Union européenne. Très dur quand même sur l'Union européenne. Très dur, mais c'est vraiment comme ça que c'est perçu dans les conversations que vous avez à Hénin-Beaumont. Sincèrement, c'est vraiment l'Union européenne qui est perçue comme la source de tous les problèmes. Bien sûr, parce qu'à Hénin-Beaumont, en 2005, lors du référendum, il y a eu, je crois, 65% de vote non. Ça prouve que c'est une terre, même si nous sommes au centre de l'Europe, entre l'île, pas loin il y a l'Angleterre, le Luxembourg, la Belgique, nous sommes dans une terre vraiment européenne, mais il n'y a pas ce sentiment... il y a un sentiment de croisement, il y a un sentiment d'abandon par rapport à la globalisation, et elle est particulièrement exactement. Européenne. Mais dites-moi une chose, vous nous dites Jean-Luc Mélenchon a été perçu comme parachuté, mais Marine Le Pen, elle, n'a pas été perçue comme parachutée. Parce qu'en fait, Steve Briouat avait fait un travail d'implantation locale depuis 1995. Depuis 1995, Steve Briouat a simplement un travail il a créé un réseau, une implantation locale, une implantation territoriale qui est aboutie. Et donc Marine Le Pen n'a fait que concrétiser l'essai qu'avait créé Steve Briouat depuis bien longtemps. Et Marine Le Pen, en 2012, au moment où il y a eu l'affrontement Jean-Luc Mélenchon-Marine Le Pen, elle était déjà candidate depuis 2007. Donc elle a eu le temps de s'implanter localement et elle est présente de temps en temps au marché. Donc les habitants ont vite fait la différence entre une candidate qui est là déjà depuis 5 ans et un candidat qui est là depuis 2 semaines. Donc c'est pour ça que Mélenchon, même s'il était parachuté, il était parachuté depuis moins longtemps. Et puis à Hénin-Beaumont, il y a plusieurs rumeurs qui circulent disant que Marine Le Pen a une maison à Hénin-Beaumont. Voilà, donc ça crée pratique d'avoir des rumeurs comme ça on peut. Voilà, donc même voilà, si on n'a pas de maison, même si on n'a pas de maison, tout le monde fait croire oui cette maison. Parce qu'elle est plutôt dans le sud, sa seconde maison visiblement. Oui, a priori. C'est pas grave. Mais tout le monde à Hénin-Beaumont, des rumeurs circulent alors que son adresse c'est sûrement celle de la permanence du Front National à Hénin-Beaumont. Mais voilà, tout le monde dit il y a une maison dans cette banlieue, dans cette résidence pavillonnaire, il y a une maison là. Donc les gens se posent des questions et disent il y a une maison de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, mais en fait elle n'existe pas vraiment et ça crée un contexte qui laisse croire que Marine Le Pen est présente en permanence. Magie de la politique. Et nous, on revient au festival plutôt Front National à Hénin-Beaumont avec vous, Octave Nitkowski. On le disait juste avant la pause, l'implantation de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont reste un parachutage, mais qui a été fait... qui a été réussi. Contrairement à celui de Mélenchon, qui a depuis abandonné Hénin-Beaumont clairement, puisqu'il n'est pas revenu à Hénin-Beaumont depuis sa défaite en 2012, alors qu'il avait promis ne pas abandonner le bassin minier. Et ça aussi, ça a été un traumatisme chez les habitants de gauche qui avaient cru en Mélenchon pour contrer Marine Le Pen dans la durée. Mais en l'occurrence, il a déserté Hénin-Beaumont juste après sa défaite. Donc, à votre avis, quel est l'enjeu national pour Marine Le Pen derrière ? Pourquoi avoir choisi Hénin-Beaumont ? Est-ce que c'est pour faire oublier peut-être le positionnement ancien du Front National très pro-Reagan, pro-patron de Jean-Marie Le Pen, l'origine aussi très Saint-Cloud de la famille Le Pen, qui est quand même très en décalage avec Hénin-Beaumont ? C'est pourquoi elle a donné une fibre ouvriériste et prolétarienne qui manquait jusqu'alors au discours du Front National, pour enlever cette fibre Saint-Cloud, et aussi voilà, pour montrer qu'elle n'oublie pas les ouvriers, et pour lutter aussi contre la corruption qui gangrène le Parti socialiste, et aussi c'est la terre idéale en quelque sorte Hénin-Beaumont. C'est là où elle a trouvé tous les... Et puis il faut dire que Steve Briouat a été implanté depuis longtemps. Donc, alors justement, Steve Briouat, on le dit, enfant du pays, enfant de mineur, il est implanté depuis longtemps. En même temps, à un moment donné, il est sorti du Front National, puisque lui, il était plutôt du côté de Bruno Maigret. Oui, à mon avis, il est parti de la purge terrible qui a été menée par Marine Le Pen. Donc il a fait partie à un moment donné de ses adversaires. Des fameux félons qui ont quitté le Front National pour aller avec Bruno Maigret. Mais je pense qu'il a quitté plutôt le FN, non seulement aussi
par positionnement idéologique, mais aussi parce que Bruno Maigret donnait l'envie avait la volonté en tout cas de créer un maillage territorial que n'avait pas le Front National de Jean-Marie Le Pen, qui préférait se concentrer sur les grands rendez-vous électoraux que sur la présidentielle. Et Bruno Maigret avait plus cette volonté de s'inscrire localement dans des communes, et c'est pour ça que Steve Briouat, qui était implanté depuis 1995 à Hénin-Beaumont, se retrouvait peut-être davantage d'un point de vue stratégique dans le discours et l'attitude portée par Bruno Maigret. Alors, il y a un chapitre dans votre livre qui est celui qui a créé la polémique, qui vous a valu d'être traîné en procès, mais ça c'est assez fréquent puisque le Front National fait à peu près des procès contre toute personne plus ou moins qui parle du parti. Il y a un chapitre qui s'appelle « Flamme arc-en-ciel », où vous avez effectivement joué avec les limites de la vie privée, puisque dans ce chapitre, vous avez raconté en une ligne, qui a d'ailleurs sauté depuis, ce que par ailleurs tout le monde savait dans le milieu journalistique, que non seulement Steve Briouat, candidat Front National, donc était homosexuel, mais vous avez aussi parlé de son compagnon, et c'est sur son compagnon qu'on a jugé que là, vous portiez atteinte à la vie privée. Au départ, le tribunal de grande instance a aussi reconnu que je portais atteinte à la vie privée de Steve Briouat, alors qu'à mon sens, cet argument ne tient pas, dans la mesure où considérer que l'homosexualité relève de la sphère la plus intime de la vie privée revient en définitive à faire de l'homosexualité quelque chose de tabou, de secret, à mettre au placard. Et en fait, moi, j'évoque simplement cette homosexualité pour étayer un discours qui est celui de l'infléchissement des positions du Front National sur l'homosexualité. Là où Jean-Marie Le Pen insultait les malades du sida et avait des positions à la limite de l'homophobie, eh bien Marine LePen a un discours beaucoup plus séduisant à l'égard des homosexuels, et va même jusqu'à défendre le droit des homosexuels pour Alors, est-ce qu'il a vraiment changé, ou est-ce qu'il est un peu double? Parce que d'un côté, Marine Le Pen, quand même, effectivement, ne s'est pas mis en avant des manifestations contre le mariage pour tous, mais Marion Maréchal Le Pen y était. Une très proche de Marine Le Pen, Marie-Christine Arnautu, était même dans les manifestations de Civitas, les plus homophobes qui soient. Elle-même, Marine Le Pen, a promis d'abolir le mariage homosexuel. Voilà, mais cette promesse de l'abolition du mariage pour tous, elle est arrivée après à la fin du débat sur le mariage pour tous, alors qu'on connaît toute la virulence qu'a Marine Le Pen quand elle dénonce l'UMPS ou la nuisance de Bruxelles et de l'Union européenne, et bien là, sur le mariage pour tous, elle est restée relativement discrète. Elle a eu des déclarations très timorées et relativement nuancées, alors qu'elle aurait pu être beaucoup plus virulente. Mais c'est pour ça qu'elle a laissé une branche plus traditionnelle de son mouvement, qu'incarnent peut-être Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen, qui eux sont implantés dans le sud-est de la France. Elle a laissé cette frange-là rassurer les électeurs, tandis qu'elle a voulu prendre aussi de la hauteur pour elle a jugé qu'elle n'avait pas besoin de se faire une image là-dessus, elle n'avait pas rien à gagner. Voilà, mais je reviens juste à votre chapitre, parce que c'est très compliqué, beaucoup de journalistes ont s'est posé cette question. D'un côté, on a le droit d'être homosexuel et de militer au Front National sans que sa vie privée soit exposée pour autant, et de l'autre, effectivement, c'est un des éléments de la guerre interne au Front National. Il se trouve que le nombre de cadres homosexuels autour de Marine Le Pen est important, fait beaucoup parler les homophobes très importants qu'il y a dans ce parti, et aussi dans la presse extrême droite. Minute a beaucoup attaqué Marine Le Pen en parlant du lobby homosexuel autour d'elle, et avec des mots plus crus que ceux que je viens d'employer. Donc effectivement, comment vous comprenez ce dilemme, et comment vous le tranchez au regard de ce que maintenant la loi vous demande de faire? Je pense qu'il est nécessaire de parler de la vie privée à partir du moment où celle-ci prend un sens politique. Et là, en l'occurrence, l'homosexualité de Steve Briouat a un sens politique, dans la mesure où on comprend toutes les positions timorées du Front National sur la question de l'homosexualité. Et en même temps, ils n'ont pas tellement influencé la position du Front National, et même dans le parcours de Steve Briouat, on ne voit pas tellement. Oui, non, mais on voit pas tellement, mais c'est quand même présent, c'est quand même du sens politiquement. Et là, la Cour d'appel me donne raison là-dessus. Sur le fait que c'est un personnage public et qu'après tout, et que l'évocation sa vie privée. Vu ce qu'on expose la vie privée des autres personnages publics. Puis aussi, je dis juste qu'il est homosexuel, je ne dévoile rien de l'intimité de ce monsieur. C'est pas les détails, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a d'autres politiques dont on étale la vie privée autrement. Et là, c'est de façon autrement plus intrusive. Il change le monde. Caroline Fourest, sur France Inter. Octave Nitkowski, on parlait à l'instant de Steve Briouat, mais on n'a pas encore abordé son premier bilan politique. Il a donc finalement, après des années de tentatives, été élu maire d'Hénin-Beaumont aux dernières municipales. Et le climat, dès le lendemain, était un peu étonnant dans la ville. On a eu notamment des employés municipaux qui se sont lâchés, peut-être un peu sous l'effet de l'enthousiasme, qui ont commencé à dire à leurs camarades, en tout cas c'est les rumeurs qu'on a eues. Oui, c'est une rumeur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu
Il y a un propos rapporté qui n'engage pas ni le maire ni son équipe, qui montre simplement le climat. Oui. Un propos rapporté d'une employée à qui on aurait dit, toi, qui es issu de la diversité, tu es sur la liste de Schindler, tu vas bientôt prendre le train. Bon, ce qui, outre une méconnaissance grave de l'histoire, démontre peut-être juste d'un climat. Est-ce que ce climat, en tout cas, si cette anecdote n'est pas vraie, est-ce que ce climat, vous l'avez ressenti ? Pas vraiment, dans la mesure où Steve Briouat a été élu dès le premier tour, et c'était dès le lendemain. Il n'y a pas eu de klaxon dans la rue, il n'y a pas eu de climat d'effervescence dans la rue. Tout le monde s'attendait, à un moment on disait que si Steve Briouat allait être élu, il y aurait des gens venus de la banlieue lilloise, d'origine maghrébine, qui seraient venus à un moment tout cassé. Et en l'occurrence, c'est l'équivalent de la propagande sur les chars russes qui auraient débarqué après l'élection de Mitterrand. Ouais, mais là il ne s'est rien passé. Et l'élection s'est fait très sereinement, dans un calme absolu. Il n'y a pas eu de polémique. Ça s'est passé très sereinement. Tous les habitants d'Hénin-Beaumont se sentent bien chez eux, il n'y a pas de souci. À part ceux qui sont opposés à Steve Briouat d'un point de vue Ce qui fait quand même pas mal de monde, parce qu'il n'a eu quand même que plus de 50%. Oui, mais je suis convaincu que si Steve Briouat avait, même s'il y avait eu un second tour, il aurait été élu encore plus héroïquement, à mon sens. Parce qu'il a été élu quand même dès le premier tour. Donc je pense que si second tour il y avait eu, il aurait eu beaucoup plus de voix, parce que un tiers des électeurs de Dallangeville auraient voté pour lui. Voilà, Et dans les voix, justement, dans l'électorat, il y a quelque chose que vous expliquez qui est très intéressant dans votre livre, c'est que Hénin-Beaumont, c'est, comme souvent c'est arrivé, c'est la réunion de 2 communes. Oui. Et Beaumont est plutôt une commune plus rurale qu'Hénin. Oui. Et c'est plutôt en fait cette commune rurale qui vote plus pour le Front National. Hénin-Beaumont résulte de la fusion entre Hénin-Liétard et Beaumont-en-Artois, 2 communes qui se sont liées au tournant des années 70 pour justement combattre la fermeture des mines, parce que Hénin-Liétard est une ville vraiment implantée dans le bassin minier, où il y a des corons, où il y a des anciens mineurs, et cette ville avait besoin de terrains agricoles pour engager sa transition vers le secteur tertiaire, et donc elle a décidé de fusionner avec Beaumont-en-Artois, qui est une ville rurale, qui n'est pas vraiment dans le bassin minier, mais pour obtenir ces champs agricoles, pour y construire des zones commerciales comme Auchan, Ikea, et cette ville-là est sensible à... Je vous dis ça parce que je vous demande ça parce que du coup, quand on parle souvent du fait que c'est un vote aussi par dépit à cause de la désindustrialisation, en fait, on s'aperçoit que c'est quand même plutôt les ruraux qui n'ont pas été frappés par cette désindustrialisation qui votent Front National. Du coup, donc voilà, à Beaumont-en-Artois, il n'y a pas eu cette C'est-à-dire désindustrialisation. C'est un territoire qui est rural, assez conservateur, qui votait autrefois pour une droite républicaine type RPR et qui vote désormais sans complexe pour le Front National. Sachant que le candidat de droite a fait un score absolument grotesque. Oui, il a fait 4%. Et voilà, le Front National remplit la droite et la gauche des que le Front National a complètement phagocyté l'UMP et anciennement le RPR, parce que l'UMP n'a même pas eu le temps d'exister en fait à Hénin-Beaumont. Et elle a complètement phagocyté ça. À Beaumont, ça le prouve, parce que voilà, Marine Le Pen culmine à des scores qui avoisinent les 60% dès le premier tour. Et donc... Mais vous nous dites dans le livre, ces gens ont voté Front National parce qu'ils se sentent isolés, ils se sentent abandonnés, ils ont peur aussi de la perte des services publics. Exactement. Et en même temps, les premières mesures de Steve Briouat, d'ailleurs, un maire Front National, par définition, n'a pas de réseau politique et par définition, c'est un parti isolé. Donc, on ne voit pas comment il aurait pu lutter contre cet isolement. Mais ces premières mesures, ce sont des mesures anti-mendicité, plus de vidéosurveillance, baisser les impôts alors que la commune est dramatiquement endettée, donc ça va juste empirer la situation, mettre fin à la subvention à la Ligue des droits de l'homme et leur local. En quoi ces mesures peuvent changer la vie des habitants? Pour l'instant, ce ne sont que des mesures symboliques qui n'avaient pas été annoncées préalablement pendant la campagne, en fait. Ce ne sont pas des mesures qui étaient dans le programme de Steve Briouat. Même la mesure anti-mendicité? Même la mesure anti-mendicité. Les caméras, c'était dans le programme, mais ça n'a pas encore été fait. Mais l'arrêt anti-mendicité, ça a été fait, mais voilà, ça vise implicitement les populations roms, en fait. Il y en a beaucoup, Hénin-Beaumont? Oui. Dans c'est une réalité, c'est pas un fantasme. C'est une réalité, et Steve Briouat a bien compris que ça gênait une partie de la population, donc c'est pour ça, par pure démagogie. Ces décisions de Steve Briouat, ce sont des mesures visibles médiatiquement, démagogique, et qui ne lui coûte rien, en fait, parce que voilà, il n'a besoin de débourser aucun argent pour ces mesures. Voilà, par exemple, il a mis le drapeau tricolore à la façade de l'hôtel de ville, un drapeau qui est beaucoup plus grand. Il y a 3 drapeaux sur le fronton de l'hôtel de ville, alors qu'il n'y en avait qu'un seul auparavant. Donc le drapeau est plus grand. Le drapeau est plus grand, le drapeau européen a été enlevé. Il y aura peut-être plus de caméras de surveillance, mais sincèrement, il y a un problème de sécurité, Hénin-Beaumont? Non, Hénin-Beaumont est dans la norme française en termes de délinquance. Mais le problème, c'est qu'en fait, on constate que depuis l'arrivée de Steve Briouat au pouvoir, il y a autant d'incendies de voitures, il y a autant de problèmes de délinquance qu'avant. Maintenant, la différence, c'est qu'avant Steve Briouat, quand il y avait un problème de délinquance, il accusait la mairie.
Et maintenant, Steve Briouat accuse l'État, Emmanuel Valls. Et en fait, même au pouvoir, c'est ça qui serait intéressant d'analyser. C'est ce Front National à l'épreuve du pouvoir qui a toutes les clés en main et qui maintenant arrive encore à se victimiser vis-à-vis de l'État qui ne lutte pas contre la délinquance, mais aussi vis-à-vis de l'échelon régional, de l'échelon départemental, de l'échelon de la collectivité territoriale, qui ne leur sont pas favorables et qui vont tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, ce Et sera Steve toujours la Briouat faute aux arrivera à autres. se victimiser par rapport à ça. Il se victimisait auparavant et maintenant se victimise par rapport à ça. Merci Octave Nitkowski. Merci. C'était Il change le monde sur France Inter, une émission concoctée par Fiametta Vénère, réalisée par Jérôme Boulet, assistée à la technique par Clément Vullier.